Aujourd'hui, on va parler de visage, qui est quelque chose qui nous concerne tous. Nous avons tous et toutes appris que nous avions un visage lorsqu'on a eu la nécessité de le masquer lors de la pandémie. Alors, plus spécifiquement, les sujets de la conférence d'aujourd'hui sera la relation entre visage et mensonge et l'impact des nouvelles technologies et notamment de l'intelligence artificielle sur cette relation. Alors, comme il vous a été annoncé, je me déclare un spécialiste de sémiotique. C'est une discipline que j'enseigne dans plusieurs universités, principalement à l'université de Turin, à l'université de Shanghai. C'est une discipline au nom un peu mystérieux. Elle a été très à la mode en France, notamment dans les années 60-70. Après, probablement, pas tout le monde dans cette salle sait exactement qu'est-ce que c'est la sémiotique. Alors, la sémiotique ou sémiologie, deux noms afin d'indiquer deux trajectoires dans l'histoire de la discipline, s'occupe de signification, s'occupe de communication, s'occupe de sens, de tout ce qui peut être utilisé pour signifier, pour communiquer, pour permettre aux êtres humains, et pas seulement aux êtres humains, d'échanger du sens. Donc, vous voyez que c'est un domaine très, très général, très abstrait. Il y a cependant une autre définition de la discipline qu'on doit à Umberto Eco. Peut-être ce nom est assez connu, grand romancier, mais les noms de la rose, etc., mais aussi fondateur en Italie et pas seulement de la sémiotique. Alors, Umberto Eco, que vous voyez ici dans cette photo, c'est une photo à laquelle je tiens beaucoup. Hein, c'est moi un peu plus jeune, avec les cheveux un peu plus courts, buvant un café avec Umberto Eco, qui malheureusement nous a abandonnés, nous a laissés. Et voilà, il y a tous mes collaborateurs qui sont dans la partie, disons, dans les fonds de la scène. Ils sont un peu très très excités par la présence d'Umberto Eco dans cette occasion à Turin, lorsqu'on lui décernait un diplôme honoris causa. Nous, on était très émus, lui un peu moins, parce que c'était le 40e diplôme honoris causa qu'il recevait, donc, mais quand même, c'était une très belle fête. Donc, on doit à Umberto Eco une définition de la sémiotique qui est charmante, très, très amusante, mais aussi très profonde dans le style d'Umberto Eco. La sémiotique comme la discipline qui étudie tout ce qui peut être utilisé pour mentir. Une définition très abstraite, très générale, mais aussi très intéressante. En effet, cette définition que l'on trouve dans ce livre en particulier, le Trattato di Semiotica Generale, le traité de sémiotique générale de 1975, cette définition, la sémiotique comme discipline qui étudie tout ce qui peut être utilisé pour mentir, indique que lorsqu'il y a la possibilité du mensonge, il y a aussi la possibilité du sens. Et lorsqu'il n'y a pas la possibilité du sens, il n'y a pas la possibilité du mensonge non plus. Donc, pour mentir, nous devons avoir la possibilité de
choisir entre versions différentes de la réalité, alternatives de la représentation. Et cela est indispensable à la fois pour le mensonge et pour les sens. Mais on ne va pas s'attarder sur des questions philosophiques, abstraites, quoique très intéressantes. On va s'interroger plutôt sur la relation entre visage et mensonge. Alors, si la sémiotique étudie tout ce qui peut être utilisé pour mentir, est-ce que le visage peut être considéré comme un objet de la sémiotique? Est-ce qu'on peut utiliser le visage pour mentir? C'est beaucoup plus difficile de mentir avec un masque, mais quand même, on peut mentir avec les yeux, par exemple. Alors, le visage peut-il être utilisé pour mentir? Bien évidemment, tous les jours peut-être, nous mentons avec nos visages. Heureux ceux qui n'ont pas la nécessité de mentir, quoiqu'un peu, avec leur visage tous les jours, en rencontrant des collègues d'université, par exemple, avec des grands sourires, comment vas-tu, etc., tandis qu'on aurait envie de les étrangler. Les visages, peut-il être utilisé pour dire la vérité? Bien sûr. En fait, il faut faire attention parce que Umberto Eco définissait la sémiotique comme la discipline qui étudie tout ce que peut être utilisé pour mentir, mais qui ne doit pas nécessairement être utilisé pour mentir. Donc, le visage, on peut l'utiliser aussi pour dire la vérité, donc pas seulement pour communiquer le mensonge. Alors, le visage, est-ce qu'il révèle parfois aussi des vérités cachées, des secrets? Bien évidemment, on peut être trahi par son propre visage. Le visage peut dévoiler à notre insu parfois des secrets, des vérités cachées. Alors, et c'est également pour cette raison que l'on a développé au long de l'histoire des méthodes pour lire les visages. Des méthodes utilisées afin d'en tirer, d'extraire du visage des informations justement pour dévoiler sa vérité. C'est une discipline très ancienne qu'on appelait physiognomica en latin, qui a une essence noble en Grèce, mais après aussi une prosécution dans les mondes arabes, une essence indépendante en Chine. L'humanité a toujours vu dans les visages la possibilité de lire quelque chose qui était invisible. D'une part, l'intériorité de l'humain, je lis ton âme, ou du moins j'essaye de lire ton âme par ton visage. Et de l'autre côté, un autre élément, lui aussi invisible, le futur. J'essaye de lire ton futur, ce qui va t'arriver, mais aussi ce que tu vas faire, ce que tu accompliras à partir de ton visage. Alors, ces méthodes font partie en particulier de la série plus vaste de méthodes inventées pour détecter la vérité à partir du corps. C'est un instant assez répandu de regarder le visage de quelqu'un d'autre et d'essayer d'y déceler, d'y discerner une vérité, la vérité du visage. Alors, cet instant, c'est un instant anthropologique très répandu. Probablement, c'est un instant qui a aussi des racines biologiques, car il y a une contradiction radicale dans le visage, dans la morphologie, dans la nature même du visage, dans l'espèce humaine. D'un côté, la majorité des organes qui nous permettent de recevoir des informations sur la réalité, sur l'environnement dans lequel nous vivons, sont situés exactement dans notre visage ou bien autour de notre visage. Les yeux, le nez,
la bouche, les oreilles. Hein. Ce n'est que la toucher qui en fait est éparpillée un peu partout sur notre corps. Mais à cette centralité du visage pour recevoir des informations du monde, fait contrepartie l'invisibilité consubstantielle de notre visage à nous. Nous ne pouvons pas voir notre propre visage, mais peut-être un peu notre nez si on a un grand pif comme un Italien comme moi, mais sinon notre visage est invisible à nous-mêmes. Comment est-ce que nous pouvons regarder, percevoir visuellement notre visage à nous? Il y a essentiellement deux méthodes. On peut le voir, le percevoir par les regards des autres, et là c'est un procédé, c'est une dynamique, c'est une réalité qui est à l'origine de toutes les étymologies des mots avec lesquels on désigne les visages dans les civilisations indo-européennes. Dans toutes ces civilisations des visages, c'est quelque chose qui est proposé à la vue et à la vision des autres. C'est le visum latin, c'est le prosopon grec, prosopon, c'est-à-dire quelque chose qui est pour la vue des autres, qui est perçu par la vision des autres. Donc là, c'est une voie. Et la deuxième voie, c'est la voie de la représentation. Donc nous avons besoin de représentations pour percevoir notre visage à nous. Alors, c'est une représentation qui, comme toutes les représentations, passe inévitablement par la technique. Tout le monde a l'habitude quotidienne d'avoir une perception de son propre visage par un outil qui est devenu un outil assez naturalisé, dont on ne questionne plus la présence autour de nous, mais qui a quand même une histoire. Cet outil est le miroir. Tout le monde a un miroir à la maison. Peut-être pas tout le monde a un miroir sur soi, ou peut-être personne n'a un miroir sur soi aujourd'hui, mais pour des raisons que nous allons voir. Mais le miroir tel qu'on les connaît aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été inventé, perfectionné entre le 15e et le 17e siècle. Donc, c'est un outil assez récent dans l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce qu'on faisait avant? On utilisait de formes primordiales un peu plus primitives de miroirs, en bronze, en d'autres matériaux. On utilisait l'eau, comme dans le mythe de Narcisse. On utilisait aussi la représentation. L'homme a représenté le visage des autres êtres humains depuis très très longtemps, quoique la représentation du visage est assez rare dans l'art préhistorique. C'est une question très débattue parmi les spécialistes. Donc, c'est là pour vous dire que le visage est une interface fondamentale de la vie sociale. C'est une interface entre les mondes naturels et les mondes culturels, et c'est aussi la surface grâce à laquelle nous percevons les autres, nous essayons de connaître les états d'esprit intérieurs des autres, de deviner leurs intentions, leurs désirs, leurs émotions, etc. Le visage de l'autre est toujours un mystère, le visage même de son amant, de son enfant, etc. C'est toujours une surface mystérieuse derrière laquelle se cachent des entités invisibles qu'on voudrait bien connaître, mais que l'on ne peut pas connaître toujours de façon exacte. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour détecter la vérité à partir du corps? On a fait dans l'histoire des choses très violentes. De la violence vis-à-vis du corps, mais aussi, comme on le verra, de la violence vis-à-vis du visage. Alors, environ 1000 ans avant l'ère chrétienne, en Chine, l'on forçait
un individu qui était soupçonné d'avoir accompli un crime de remplir sa bouche avec du riz et après de le cracher. Si le riz restait sec, l'individu était jugé coupable. Donc, l'on croyait qu'avoir la bouche sèche était un signe de mensonge. Vous voyez, ça aussi c'était de la sémiotique, mais c'était la sémiotique très très violente. C'est-à-dire on essayait de produire des signes dans le corps parce qu'on croyait qu'à partir de ce signe-là, l'on puisse détecter la vérité intérieure et invisible. Environ 300 ans avant l'ère chrétienne, le médecin grec Érasistrate essaya de détecter les mensonges à travers le mesurage du pouls. Alors, ça, c'est déjà, disons, un progrès dans la sémiotique du corps par rapport à la nécessité de détecter la vérité qui y était cachée, parce que on commence avec les Grecs, avec la rationalité grecque, à comprendre qu'en mesurant le corps, en mesurant des manifestations de phénomènes qui apparaissent dans le corps, on peut arriver à détecter quelque chose, une vérité, une perspective au moins sur la vérité des états intérieurs. Au siècle du Moyen-Âge, notamment à partir du XIe siècle, des méthodes différentes, par exemple le procès par ordalie, les jugements divins, etc., furent introduites afin de détecter, déceler la vérité des corps. C'était des méthodes très violentes qui malheureusement ont été appliquées pendant des siècles et qui ont en fait une continuation aussi jusqu'à la modernité, sinon jusqu'à la contemporanéité, avec l'idée de la torture, c'est-à-dire modifier les états physiques du corps pour essayer d'en extraire des vérités cachées. Alors, le 19e siècle, comme vous voyez cette belle tête phrénologique que je vous représente à la droite de cette image, se caractérisa par le développement de la phrénologie et de la graphologie qui prétendaient déterminer si un individu était coupable en mesurant, encore une fois, le profil de son crâne ou les traits de son écriture. Vous connaissez peut-être les études de Bertillon, Alphonse Bertillon, les bertillonnages, en Italie notamment à Turin, Cesare Lombroso un peu plus tard, dans les premières années du XXe siècle. Le premier polygraphe, c'est-à-dire la première machine de la vérité, fut inventé en 1881 et perfectionné tout au long du XXe siècle. Et des formes de polygraphe, en fait, sont utilisées aujourd'hui par les services secrets, etc. Alors, cette évolution, c'est importante pour nous parce que l'évolution des méthodes pour la détection des mensonges progresse en parallèle avec la notion de l'inviolabilité du corps de l'individu soupçonné ou accusé de crimes. C'est-à-dire de plus en plus, avec le développement d'une culture des droits des accusés, on n'a pas touché le corps des accusés, on n'a pas touché le corps des soupçonnés, on a essayé de les étudier pour extraire de ce corps de la vérité, et notamment on s'est concentré de plus en plus sur les signes involontaires du corps, c'est-à-dire les signes que les corps, et notamment les visages, produisent lorsqu'ils mentent. Alors, c'est notamment le psychologue américain très connu Paul Ekman qui a développé une série d'études sur la détection des mensonges, proposant notamment une méthode basée sur les micro-expressions du visage. C'est en utilisant cette méthode que Paul Ekman est devenu très connu
un auteur aussi très controversé, mais très payé aussi, payé par la CIA, par les services secrets américains, par Scotland Yard, par d'autres services secrets dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Paul Ekman? Et je m'excuse avec ceux qui seraient qui connaîtraient déjà en profondeur cet auteur et cette théorie. Alors, il nous dit que lorsqu'on ment, les visages contiennent souvent deux messages, ce que le menteur veut montrer et ce que le menteur veut cacher. Souvent, ces émotions cachées se manifestent sous la forme d'une micro-expression, ce qu'on appelle en anglais le twitch, c'est-à-dire un mouvement involontaire, une micro-expression du visage, et une brève expression faciale involontaire, une demi-seconde ou moins, révélant ainsi une véritable émotion. Alors que le même psychologue Ekman nous souligne le fait qu'une seule micro-expression n'offre pas de preuves concluantes de mensonge, les micro-expressions sont cependant l'un des comportements non verbaux les plus efficaces à surveiller pour indiquer qu'une personne est en train de mentir. Alors, le même psychologue, Paul Ekman, se concentre aussi sur un autre élément de la communication non verbale du visage, qui sont les fausses expressions émotionnelles. Paul Ekman nous dit que toute expression émotionnelle peut être falsifiée ou utilisée pour dissimuler toute autre émotion. Ça nous arrive de façon quotidienne d'être fâché et de simuler du calme, d'être énervé, de simuler un état de rage, etc. Des études ont montré que dans toutes les émotions, les expressions faciales émotionnelles truquées, falsifiées, fabriquées sont souvent asymétriques. C'est-à-dire certaines expressions ressenties sont asymétriques, mais en même temps, la plupart ne le sont pas. C'est-à-dire, selon les études de Paul Ekman et d'autres, la plupart des expressions émotionnelles faciales qui correspondent véritablement à des états d'esprit intérieurs sont symétriques, tandis que souvent, ces expressions, lorsqu'elles sont fabriquées, sont asymétriques. Alors, dans la peur ou dans la tristesse, un autre indice qu'une émotion est falsifiée est l'absence d'expression frontale fiable. Donc, vous voyez, même avec le masque, on peut un peu étudier le visage pour essayer de voir si quelqu'un nous ment ou pas. Mais en même temps, un indice clé qu'une expression de bonheur est fausse est lorsque les muscles oculaires ne sont pas impliqués lors du sourire. Ça fait partie un peu aussi de la sagesse populaire, lorsqu'on dit que quelqu'un nous sourit avec la bouche, mais non pas avec les yeux. Alors, c'est quelque chose qui a fait l'objet aussi de recherches, et effectivement, l'absence du mouvement de la partie externe du muscle qui orbite autour de l'œil, orbicularis oculi pars lateralis, permet de distinguer un sourire fabriqué par rapport à un sourire authentique. Alors, cette différence est parfois difficile à reconnaître. D'ailleurs, dans mon groupe de recherche qui s'occupe du visage numérique, mais de plus en plus aussi du visage masqué dans le numérique, on est en train de mener des tests, des études par rapport à ce qu'on appelle en anglais la trustworthiness, c'est-à-dire la fiabilité d'un visage qui porte un masque. Est-ce que nous faisons confiance de la même façon à un visage qui nous parle lorsqu'il est masqué? Voilà. Alors, on espère que toutes ces études-là seront tout à fait inutiles d'ici peu, parce qu'on ne va plus porter les masques, etc. Mais on s'en doute, c'est-à-dire le masque, ça va nous accompagner probablement pendant très longtemps, donc il est peut-être important aussi d'étudier les effets que ce masque a sur la communication, sur la perception du visage dans le numérique aussi.
Alors, ces études de Paul Ekman, ça c'est un peu anecdotique, ça peut être intéressant pour vous si vous avez envie de passer une soirée en regardant une série américaine. Il y a une série américaine qui s'appelle Lie to Me, qui a été aussi diffusée en France et au Québec, Crime et mensonges, qui est basée sur les études de Paul Ekman. Hein. Le protagoniste, c'est le Dr. Lightman, c'est un psychologue expert en détection des mensonges par l'analyse justement des micro-expressions. Et il vend ses services et les services de son équipe à l'administration fédérale américaine. Alors, il y a toute une littérature, je ne vais pas vous ennuyer sur la littérature sur les mensonges. C'est une très belle littérature quand même, très amusante, qu'on retrouve en Occident et en Orient, dans le monde arabe, dans le monde chinois. Notamment les grands experts en mensonges dans la philosophie occidentale est Augustin, qui a consacré des textes magnifiques sur le mensonge, notamment le De Mendatio, le Contra Mendacium, comme on le prononce en italien, c'est-à-dire sur le mensonge et contre le mensonge, où, comme il arrive souvent avec Augustin, il y a toute une articulation de types de mensonges, etc., etc. Mais je voudrais aussi souligner que on peut mentir avec les visages en y simulant une expression faciale qui ne correspond pas aux états psychologiques antérieurs. Par exemple, on peut simuler des émotions, des intentions, des autres états d'esprit, ou bien on peut y mentir par dissimulation. C'est très intéressant de regarder quelqu'un qui joue aux cartes, et notamment au poker, non? Poker face. C'est un visage qui doit dissimuler toutes sortes d'émotions, mais toutes sortes d'indications par rapport aussi à des intentions. Donc souvent on voit ces joueurs professionnels qui portent des lunettes de soleil justement pour ne pas se trahir avec des micro-expressions faciales. Hein. Ils ont lu Paul Ekman, bien sûr. Et en outre, toute pratique qui est censée altérer de façon plus ou moins permanente l'apparence du visage rentre aussi dans une stratégie de communication qui implique souvent des formes de simulation ou de dissimulation, par exemple dans le maquillage. Est-ce que le maquillage c'est une forme de mensonge? En quelque sorte, c'est une manière de faire apparaître notre visage, parfois très différent par rapport au visage, à notre visage tel qu'il est sans maquillage. Hein. Donc, dans les maquillages, on veut faire apparaître le visage tel qu'il ne l'est pas, par exemple, notamment plus jeune, plus maigre, plus sain, plus beau, plus séduisant, etc. Bien évidemment, on peut utiliser aussi le maquillage pour apparaître plus vieux, plus gras, plus malade, etc. Mais c'est un peu la minorité. Hein. Alors, ça c'est intéressant aussi parce que tout ce que je vous dis sur le mensonge, les visages, on doit maintenant l'étudier non pas sur les visages naturels, sur les visages biologiques, mais sur les visages numériques. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a maintenant un maquillage numérique? Bien sûr, c'est-à-dire personne ne se prend un selfie et après publie cette photo, ce selfie tel qu'il est immédiatement dans les réseaux sociaux. Il y a toutes sortes de sélections, il y a toutes sortes de filtres, il y a toutes sortes de trucages de plus en plus sophistiqués qui font en sorte que le visage numérique tel qu'il est représenté dans les réseaux sociaux est notamment très maquillé de façon numérique. Alors, si le visage en soi peut être utilisé comme un masque, hein, il y a toute une littérature sur les masques philosophiques, théâtrales, etc. Donc notre visage, on peut l'utiliser comme un masque, c'est-à-dire moi je peux être très triste, je peux être
très... alors, je vous raconte quelque chose de personnel. En France, on ne fait pas ça tellement, mais je suis italien, donc je vous raconte quand même. Je me suis récemment marié. Alors, c'était un jour magnifique, très, très heureux. Mais malheureusement, quelques jours avant le mariage, j'ai reçu une très mauvaise nouvelle par rapport à la santé de ma mère, qui était aussi là au mariage. Donc, pendant cette semaine, je me demandais quelle sera-t-elle la face que je vais présenter aux autres, quel visage je vais avoir, parce que j'étais pris entre une joie extrême et une douleur extrême. Donc, je ne savais pas quel visage montrer aux autres. Et donc, j'avais toujours l'impression que mon visage à moi était une sorte de masque qui ne communiquait jamais la vérité complète, c'est-à-dire lorsqu'il était joyeux, il n'était pas véritable parce qu'il y avait dans moi une partie des douleurs, et lorsqu'il était douloureux, il n'était pas véritable non plus parce qu'il y avait dans moi beaucoup de joie aussi. Donc il y a malheureusement ces moments de la vie, les grands acteurs sont exactement ceux qui arrivent à composer ces syntagmes paradoxaux des émotions dans leur propre visage. Mais moi, je ne suis pas un bon acteur, donc j'étais très maladroit. Alors, la fabrication d'un masque extérieur au visage implique toujours une forme de technologie. Là, j'utilise ce mot technologie dans un sens très général, c'est-à-dire, est-ce que le maquillage est une technologie? Bien sûr, c'est une technologie. Hein? Le maquillage, ça, les instruments, les produits du maquillage, ça change le long de l'histoire, ça progresse, etc. Alors, tout ce qui peut changer la façon dont le visage apparaît est une forme de technologie du visage. Mais il faut dire qu'il n'y a pas un degré zéro du visage, c'est-à-dire lorsque je dis « bon, je vais sortir sans maquillage, sans me coiffer, sans me laver le visage, etc. » Est-ce que c'est un degré zéro du visage? Non, c'est une rhétorique de la pureté du visage, parce qu'en fait, ce degré zéro du visage n'existe pas. Notre visage est depuis la naissance caractérisé par une culture, par exemple parce que l'on a mangé pendant sa vie qui modifie beaucoup la façon dont les dents apparaissent, par les techniques dentaires qui aussi nous font sourire d'une façon plus ou moins, disons, à l'américaine, parfaite. Il y a des études très intéressantes sur la naissance du sourire hollywoodien dans le XXe siècle. Si vous voyez des photos de nos ancêtres du XIXe siècle, en Italie, en France, en Espagne, notamment dans les régions rurales, etc., ils n'avaient pas de beaux sourires, hein, ils n'avaient pas des dents symétriques. C'était la symétrie et s'est développée par un imaginaire hollywoodien. Mais aussi la couleur de la peau, le bronzage. Bon, la plupart de mes étudiantes à l'université de Shanghai font beaucoup d'attention pendant les journées ensoleillées, lorsqu'elles doivent se déplacer et croiser le campus immense de l'université de Shanghai, ils les font toujours avec un petit parasol parce que elles doivent se protéger de la lumière du soleil, non seulement parce qu'on sait maintenant que c'est très dangereux de s'exposer au soleil, mais aussi parce que être bronzé dans certaines latitudes, notamment en Chine, est encore un signe d'appartenir à des classes sociales, économiques et esthétiques défavorisées. Donc on doit garder cette peau candide, etc., qui fait partie de l'imaginaire érotique chinois. Alors, si le monde naturel se compose des visages, le monde culturel se compose à la fois des visages, de masques, de voiles, de représentations des visages. Nous sommes entourés par des représentations de visages tout le temps. Est-ce que nous avons dans cette salle des représentations de visages? Bon, bien sûr, vous avez la tête avec un visage un peu inquiétant dans l'écran, mais dans chaque téléphone portable dans la salle,
je suis sûr qu'il y a la possibilité d'accéder à des milliers de visages. Ça, c'est vraiment très, très, très nouveau. C'est-à-dire, c'est une nouveauté dans l'histoire. Auparavant, ce n'était que les archives des services secrets, de la police, etc., qui avaient accès à ces représentations de milliers et de milliers de visages. Maintenant, tout le monde a des milliers de visages dans son propre portable. Alors, mon étude, l'étude, disons, de la recherche de mon équipe, a un objectif principal, et l'objectif de comprendre si les changements technologiques changent aussi le visage, si les numériques, notamment, la possibilité de représenter les visages par le numérique, change notre sens du visage. Si notre sens du visage à nous est en train de changer parce que nos pratiques numériques de la représentation du visage changent elles aussi. Est-ce qu'on a la même idée du visage aujourd'hui par rapport à l'idée du visage qu'on avait il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 2 siècles? Est-ce que les selfies, les filtres, les deepfakes, les mèmes, etc., Tinder, est-ce qu'ils changent notre sens du visage, la façon dont le visage est utilisé en société? Alors ça, c'est le projet de recherche, ça s'appelle Facets. C'est un projet notamment financé par les conseils européens de la recherche. C'est un projet de 5 ans, donc il a commencé en 2019, ça va terminer en 2024. Est-ce qu'en 2024, nous serons tout sur le visage? Bien sûr que non. Alors, on espère de progresser. Le projet est très complexe. Il y a une vingtaine de chercheurs qui travaillent sur ces sujets du visage avec plusieurs compétences. C'est très interdisciplinaire. On s'amuse aussi beaucoup. Mais l'un des sujets qui nous passionne, c'est aussi l'impact de l'intelligence artificielle sur la représentation du visage. Alors, vous voyez, je m'amuse un peu parce que je présente toujours mon visage, mais c'est aussi pour des raisons disons, éthiques. Hein. C'est très difficile de travailler dans la recherche, dans l'université, avec les visages des autres. Les visages, heureusement, c'est quelque chose que le droit européen protège de façon très pointue. Hein. Donc, ce n'est pas facile pour mon projet de recherche, par exemple, d'acquérir des milliers de visages et les étudier par de l'intelligence artificielle, etc. Alors, qu'est-ce qui change avec les numériques? Avec les numériques, avec la communication télématique et surtout avec l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle l'apprentissage profond, le deep learning, à mon avis, la culture humaine du faux franchit un seuil décisif. C'est-à-dire, on a beaucoup étudié, on s'est beaucoup préoccupé, je vous ai fait voir un petit excursus, une digression sur les rapports entre visage et mensonge. On s'est toujours inquiété beaucoup de la vérité dans le visage, mais il y a un déclic lorsque le visage peut être représenté par le numérique. Voilà, moi, ça c'est moi dans quelques années, parce que je serai invité, j'espère, encore une fois dans cette université pour exposer les résultats de mes recherches. Alors, cela vous montre que c'est une illustration plutôt du fait que ce qui, dans la réalité, peut faire l'objet des représentations numériques peut également faire l'objet des représentations numériques sans référence ontologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est un peu compliqué cette phrase, mais ce que je veux dire, c'est que en voyant cette image, on a l'impression de me voir vieilli, de voir tel que je serais dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Alors probablement, moi je ne serai pas comme ça dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, parce que l'algorithme qui a créé cette image l'a fait sur la base d'une formule qui est toujours un peu inexacte, quoique ça peut impressionner, ça donne un effet des réalités. Mais ce qui est important de souligner, c'est que peu importe
la façon dont mon visage va apparaître dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, peut-être il ne va plus apparaître. Et il sera toujours possible d'en construire une image entièrement numérique, sans correspondance avec la réalité des choses. On peut construire des visages. Alors ça c'est un peu plus, moins triste comme image, mais c'est intéressant de comparer une image numérique de quelque chose qui n'existe pas encore à une image numérique de quelque chose qui est censé avoir existé. C'est-à-dire, moi j'ai des photos de moi, par exemple, mon permis de conduire, de quand j'avais 18 ans, etc. Il y a une photo de moi à 18 ans. Est-ce que mon visage apparaissait comme cela? Bien sûr que non. Alors, on voit tout de suite donc que l'algorithme, c'est un algorithme qui fonctionne avec une formule. Cette formule produit une impression de réalité, produit une impression de vraisemblance, mais en même temps, lorsqu'on compare les représentations des visages à venir avec les représentations des visages qui ont déjà fait partie de l'histoire, on se rend compte tout de suite qu'il s'agit d'un jeu qui est fortement dirigé par un algorithme, qui est fortement influencé par un algorithme. Alors bien sûr, on peut faire n'importe quoi avec ce jeu. Moi, j'ai jamais eu une sœur, quoique ma mère aurait bien voulu. Et la possibilité d'appliquer l'intelligence artificielle au visage donne des possibilités de créativité, mais aussi des possibilités de voir des alternatives du visage qui n'étaient pas autant disponibles lorsque la création était analogique. On pouvait bien évidemment truquer des portraits ou fabriquer des portraits photographiques, etc. Mais le numérique a un côté de versatilité, un côté protéiforme qui nous permet d'atteindre n'importe quelle condition à partir de notre propre visage. Alors, est-ce que je souris comme ça? Bien sûr que non, je n'ai jamais souri comme ça, mais ça c'est un sourire qui a été collé sur mon visage par l'intelligence artificielle. Alors le problème c'est que quelqu'un qui reçoive cette photo de mon visage souriante, qu'est-ce qu'il va penser? Qu'est-ce qu'il va penser? Par exemple, si je mettais cette photo de moi sur Tinder ou sur une autre application de social dating. Bien sûr, n'importe qui dirait, bon, ça c'est un visage souriant. Parce que la seule façon de savoir que ce visage souriant ne correspond pas au véritable visage souriant de la personne, c'est de connaître l'individu dans la réalité. C'est de connaître le visage biologique. Il n'y a aucune façon, aucune méthode numérique pour déterminer que ce sourire, c'est un sourire construit par l'intelligence artificielle. Alors, il n'y a aucune possibilité non plus de déterminer que, par exemple, cette synthèse entre mon visage à moi et le visage de mon épouse n'est pas en fait une synthèse génétique. C'est-à-dire, peut-être on va avoir une petite fille, mais je ne sais pas si cette petite fille, probablement pas, elle aura ce visage-là. Ça, c'est une gamine synthétique qui a été créée en croisant de façon algorithmique mon visage et le visage de mon épouse. Alors, ça c'est un visage réel, c'est le visage de Ian Goodfellow, c'est un génie de l'informatique, un génie de l'intelligence artificielle contemporaine. Probablement ce visage n'est pas connu par les non-spécialistes, mais c'est exactement ce jeune garçon qui avait peut-être l'âge de quelques-uns des étudiants ou des garçons dans la salle, qui, en 10 juin 2014, lorsqu'il était encore étudiant en doctorat auprès de l'Université de Montréal, publia un petit article, parce qu'en informatique, on publie aussi des articles, souvent des articles très courts, très essentiels, intitulé « Generative Adversarial Nets », les réseaux génératifs adversariaux ou antagonistes. Je ne peux pas entrer dans les détails du fonctionnement de cette intelligence artificielle ou de ces réseaux neuronaux, mais c'est des réseaux neuronaux qui fonctionnent
un peu comme le cerveau fonctionne dans la vie sociale. C'est-à-dire, tandis qu'auparavant, on essayait de simuler par l'intelligence artificielle, par la machine, un cerveau dans une situation d'isolement, avec ces études-là, et notamment après cet article, on a commencé non pas de simuler un seul cerveau, mais de simuler deux cerveaux qui étaient l'un en compétition par rapport à l'autre. Et quel type de compétition on simulait? On simulait une compétition entre un fausseur et quelqu'un qui devait reconnaître la fausseté de la production du faussaire. Alors, l'intelligence artificielle créée par Ian Goodfellow, notamment grâce à cet article qui a fait l'histoire de l'intelligence artificielle, notamment appliquée au visage, cet article intitulé Generative Adversarial Nets. Et à partir de cet article-là, on commence de développer des réseaux neuronaux, une intelligence artificielle qui est de plus en plus performante dans la création de visages artificiels, dans la création d'images qui ne correspondent à aucune réalité. Alors, ce monsieur est très connu, non seulement dans le monde de l'informatique, mais aussi parce qu'il est le chef du département d'intelligence artificielle d'une petite entreprise américaine qui s'appelle Apple. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Apple. Voilà. Alors, il dirige... d'ailleurs, il a créé pas mal d'algorithmes dans sa vie. Il est beaucoup plus jeune que moi, mais il a changé beaucoup plus que moi le monde entier. Parce que si on peut utiliser Google Maps, si on peut croiser les rues d'une ville et se repérer par rapport aux numéros civiques qui sont dans les rues, on les doit à un algorithme pour justement la reconnaissance des rues et des numéros civiques dans les rues qui a été inventé par Ian Goodfellow. Donc c'est quelqu'un de très, très influent. Alors à partir de cet algorithme, voilà, ça c'est la formule de l'algorithme. On va passer maintenant une demi-heure en étudiant cet algorithme en profondeur. Je rigole. On arrive à une construction de faux visages qui est de plus en plus performante. Alors malheureusement, on n'a pas la technologie pour vous montrer des vidéos, mais ce que cette technologie donne, c'est la possibilité de construire des deepfakes. Alors, qu'est-ce qu'on entend par deepfake? Vous voyez ici deux photographies qui étaient en fait deux vidéos de Manoj Tiwari, qui était quelqu'un qui se candidatait, qui posait sa candidature pour les élections nationales en Inde. Alors, si j'avais la possibilité de vous montrer cette vidéo, vous verrez que dans la vidéo de gauche, qui est exactement identique à la vidéo de droite, il est en train de parler anglais. Alors, il parle anglais, il s'adresse donc à un public électoral qui est capable de parler anglais. Mais dans la vidéo de droite, si nous avions la possibilité de les montrer, on verrait que ce même personnage parle une langue régionale indienne. Et les mouvements de sa bouche, les mouvements de ses lèvres, sont parfaitement ajustés à cette langue. Le problème, c'est que cette langue n'est pas connue par ce candidat. C'est-à-dire, c'est une vidéo qui est fabriquée par de l'intelligence artificielle. C'est comme, plutôt que voir mon propre visage, ma propre tête, il y avait une conférence en ligne, comme si on me voyait en parlant la langue française, avec des mouvements de lèvres qui semblent s'ajuster au son de la langue française. Mais en fait, tout serait les produits d'une intelligence artificielle qui prend la vidéo de ma tête parlant en italien et délivrant la conférence en italien et modifie parfaitement l'image de mes lèvres, l'image de ma bouche pour la coller parfaitement au son, à la production des sons d'une autre langue. Désolé de ne pas pouvoir vous montrer les vidéos, mais
Alors, les deepfakes, il devient de plus... J'avais préparé aussi un petit deepfake avec ma photo. En fait, ça, c'est un deepfake qu'un étudiant à moi, un doctorant, un postdoc à moi a fabriqué. Donc, il a pris une seule photo de moi, une photo de moi qui me représente en Chine. Donc, c'est une photo numérique qui a été créée avec un téléphone portable, mais une photographie numérique à laquelle correspond une réalité existante, parce que j'étais vraiment en Chine, j'étais dans cette salle, j'étais devant la caméra, etc. Et il a fabriqué ce deepfake où l'on me voit chanter « I will survive » avec des mouvances un peu alléchantes, etc. Donc, on peut faire tout ça, on peut passer très aisément avec des technologies et des algorithmes qui sont maintenant disponibles par des applications qu'on peut décharger gratuitement. On peut passer d'une seule photo, une photo que par exemple on repère dans les réseaux sociaux, à une vidéo qui vous représente en train de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, que vous ne feriez jamais, et que vous n'avez pas l'habitude de faire. Donc voilà, c'est ça les problèmes du numérique. C'est-à-dire, à présent, on rigole parce que c'est encore de deepfakes qui sont un peu imparfaits. On peut se rendre compte qu'il s'agit de vidéos fabriquées, truquées. Mais le problème avec ce type de réseaux neuronaux, le GAN, Generative Adversarial Networks, c'est que ces réseaux, ils sont capables d'apprendre et d'apprendre de plus en plus, justement dans la compétition entre le forceur et les détectives. C'est exactement comme si, voilà, c'est la métaphore que j'utilise toujours avec mes étudiants, on avait d'un côté quelqu'un qui crée ou essaye de créer de la fausse monnaie de plus en plus parfaite, et de l'autre côté, quelqu'un qui essaye de détecter cette fausse monnaie qui circule dans la société. Alors, le problème, c'est que cet échange entre celui qui crée du faux et celui qui essaye de détecter les faux, c'est un échange entre des millions de machines qui sont en compétition et dont le résultat est que les faux devient de plus en plus indistinguable, devient de plus en plus difficile à distinguer du vrai par un œil humain. Alors ça, c'est des visages qui avaient été créés par ces réseaux en 2014. C'est des visages assez primordiaux, primitifs. On arrive tout de suite à voir que c'est des représentations numériques assez mal faites. Mais voyez déjà comment la reproduction numérique progresse en 2014. En 2017, on commence de voir des visages numériques qui sont beaucoup plus performants, au point qu'on doit adopter une méthode morellienne. Ce monsieur, c'est un monsieur italien qui s'appelle Giovanni Morelli. Il avait inventé une méthode pour distinguer les faux du vrai dans les marchés de l'art, notamment en se concentrant sur ces détails. Parce qu'il avait, en fait, il s'était rendu compte que les grands maîtres de la peinture, Botticelli, Filippino, etc., ils ont une façon particulière de représenter des petits détails anatomiques, notamment les lobes des oreilles. Et les faussaires ne font pas trop d'attention à ce petit détail. Donc, en se concentrant sur ce petit détail, on pouvait détecter si un faussaire avait créé ces tableaux, cette copie. Alors, on peut adopter la même méthode, la méthode morellienne, sur les images créées par les réseaux neuronaux. Et l'on voit, par exemple, que les cheveux sont représentés de façon imparfaite, du moins jusqu'en 2017, qu'il y a un problème dans la relation entre les visages et les fonds, qu'il y a des formes bizarres qui se développent à partir des têtes, qu'il y a une asymétrie entre l'œil de droite et l'œil de gauche, qu'il y a un problème avec les dents, donc la représentation des symétries des dents, qu'il y a un problème dans la représentation du genre féminin, masculin, mais de plus en plus, ces réseaux neuronaux arrivent à construire des visages qui sont parfaitement crédibles. Donc, je demande toujours à mes étudiants
à ce moment-là, de distinguer dans cette image, dans cette diapo, les visages qui ont été représentés par une caméra numérique et les visages qui ont été entièrement construits par de l'intelligence artificielle. Et bien sûr, on reconnaît des personnages qui sont célèbres, et on dit alors ça c'est des photographies numériques. Mais c'est uniquement parce qu'on a ce contexte de connaître celui ou celles qui sont représentés dans les photos qu'on peut dire ce visage existe ou bien ce visage n'existe pas. À présent, cette technologie en 2021 permet de construire des visages, par exemple dans des bases de données des visages qui sont impossibles à distinguer des visages réels. Donc la conséquence est simplement que l'œil humain, sans l'aide des machines, est incapable à présent de détecter les faux numériques en ce qui concerne les visages. De plus en plus, nous n'avons pas la possibilité de distinguer entre un visage biologique représenté par une image numérique et une image numérique d'un visage qui a été créé par de l'intelligence artificielle. Alors, cela peut ne pas apparaître particulièrement dramatique, mais pensez lorsque cette intelligence artificielle sera appliquée non seulement à la production de visages artificiels, mais aussi des têtes artificielles, des corps artificiels. On va associer ces têtes artificielles, ces visages numériques, ces corps numériques, à une parole de plus en plus performante, construite aussi par les biais d'algorithmes. Notre sens de pouvoir distinguer entre l'image d'un corps qui existe et l'image d'un corps qui n'existe pas sera de plus en plus mise en danger. Donc, qu'est-ce qu'on fera ? Est-ce qu'on développera des nouvelles méthodes moréliennes pour détecter les faux numériques? Est-ce qu'on arrivera à trouver des signes du faux même dans les visages numériques? Les études les plus récentes nous disent que, bien sûr, on développe aussi des méthodes pour découvrir les faux numériques, mais c'est des méthodes qui impliquent elles aussi l'intelligence artificielle. Donc, dans le futur, il y aura encore cette lutte, cette compétition, cet antagonisme entre la vérité et les mensonges, entre un visage qui exprime de la vérité et un visage qui exprime du mensonge. Mais malheureusement, ce ne sera pas un combat géré par des êtres humains, ce sera un combat de machines, ce sera une lutte entre algorithmes. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je m'excuse pour ne pas avoir présenté des vidéos, mais c'était juste une petite introduction et je suis très content de toute façon de pouvoir vous voir, quoique masqué, face à face, non pas de la numérique. Merci.